כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut, bienvenue. On espère que vous avez tous téléchargé l'application Studio Kalita sur App Store et Google Play, ou alors que vous nous regardez sur le site, mais oui, il y a un site, www.studiokalita.com, ou sur Facebook, ou même sur YouTube. C'est possible, vous pouvez choisir. Alors, une Alia Story aujourd'hui, comme vous avez tous entendu, avec ce générique que vous connaissez bien. Il s'appelle Laurent Chimouni. Bonjour Laurent. Bonjour, bonjour. Et en fait, il est en Israël depuis 27 ans. Ouais. Ça fait déjà un petit bout quand même. Ouais. Donc aujourd'hui, il est consultant à la Méorédet, mais aussi auprès d'autres organismes de santé. C'est un professionnel, on va dire, dans la gestion du système de santé. Et voilà, il essaye d'adapter les services aux demandes des OLIM de France, notamment. C'est sa spécialité, mais ça n'a pas toujours été le cas. Tout à fait. Voilà, le chemin a été, on va dire, long et Il est long. Non pas tortueux, mais divers. Divers, exactement. Et maintenant, je suis aussi marié, j'ai 3 enfants, j'ai 3 filles, une qui va bientôt à l'armée, bien sûr, à la fin de l'année. Et on habite à Modine. Mais encore une fois, c'est maintenant. Et depuis 1990, il s'est passé pas mal de choses. Alors, comment vous êtes arrivé en Israël ? Alors, je suis né à Paris, à Montreuil. Et puis, nous sommes passés donc vivre à Toulon, dans le sud de la France. Et au bord de la mer, dans une petite ville sympathique, avec une communauté très, très sioniste, très chaude. Et en allant le Shabbat à la synagogue, bien sûr, comme tout le monde. Voilà. Et puis à l'âge de 17 ans, j'ai quand même pris la décision d'ouvrir mon dossier Alia avec mon copain, avec mon ami d'enfance. Et, on le salue. Pascal, oui, bonjour. Et puis il est toujours là ? Il est reparti. Ah, il est reparti. Bon. Il est reparti, mais j'espère que bientôt il reviendra. Et voilà, on a eu le bac, on a attendu un petit peu, et puis on a pris la décision finale de partir. Et puis, vous avez choisi quoi comme programme d'intégration ? Généralement, c'est vrai que je choisis ce que je veux faire et je fais ce que je veux faire. Mais il s'avère qu'à l'époque, je me souviens de ce rendez-vous avec le délégué de l'agent juif, avec le Chaliar à Marseille, qui nous avait dit, vous, c'est bien, vous pouvez aller à Jérusalem, à la Mechina, et vous partez, c'était le 14 octobre 1990. Et puis c'est ce qu'on a fait sans trop décider, sans trop poser de questions. Sans trop savoir, on allait à l'université de Jérusalem. Exactement. Pour l'année préparatoire, pré-universitaire, on va dire. Voilà, exactement. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de. Il y avait que des livres. Voilà, on avait des livres, on avait aussi on avait fait un voyage de vacances, sans plus. Donc on était vraiment partis, je crois, à l'inconnu. On connaissait personne. Donc moi je connaissais mon ami Pascal et puis une famille aussi de Jérusalem très proche de nous, et c'est tout. Donc on arrive le 14 octobre 90, au soir, on arrive dans les méonotes, c'est-à-dire la cité universitaire de Arad Sofim, de Reznik. Voilà. Vous n'êtes pas le seul à avoir eu le même parcours, mon cher. Vous aussi, vous allez chercher votre bâtiment à minuit, aussi. C'est ça ? Mais si je vous raconte, alors là, on n'a pas fini. On était, je crois, c'était le numéro 18, et puis ils nous avaient laissé tout en haut, donc on avait dû tout faire avec les valises. Bon c'est les aléas du début de l'Alia, mais c'était une soirée inoubliable, exactement, ouais. Exactement. Et puis voilà, donc la Mechina, la première année, avec généralement des Français, et puis une petite amie. C'est vrai que ça a beaucoup changé, la Mechina. Oui, on a eu l'occasion de recevoir Valérie Carcenti de la Mechina ici. Oui. C'est devenu très, très sérieux. C'est une année de prépa, en fait. Une vraie prépa. Parce qu'à l'époque, on avait des cours de maths, d'anglais, d'hébreu. C'était détente, quand même. Mais c'était détente. Et ceux qui sont restés à l'université, après... parce qu'ils n'avaient pas pris cette année comme détente, vraiment, en fait. On avait quand même étudié, en tout cas pour moi, j'étais en niveau Aleph, à l'Ulpan, donc on avait dû apprendre bien l'hébreu. Voilà. Et puis, c'était une année quand même assez détente, c'est vrai, c'était la première occasion de sortir de la maison et de connaître des gens du monde entier, des jeunes juifs du monde entier. Et c'est là où j'ai connu ma première petite amie argentine, par exemple. C'était aussi rigolo de parler avec des gens en espagnol et ainsi de suite. Après cette Mechina, donc, il a fallu quitter la plupart de ces personnes de la Mechina, puisque une grande partie sont reparties en France, une petite partie sont parties à l'armée.
Et puis on se retrouve, je me souviens du premier jour de l'université, peut-être que vous aussi vous vous rappelez de ça, mais cette première journée à l'université hébraïque de Jérusalem, à Harat Sophim, il y a 10 000 étudiants, 10, 11 000 étudiants, il y avait à l'époque, et vous vous retrouvez en amphi très seul, en amphi. Et on pleure. Et avec, voilà. et avec un niveau pleure d'hébreu, parce qu'on ne comprend rien. On ne comprenait rien. Voilà. On appelle papa, maman au secours, voilà. et puis on s'accroche. Il n'y avait pas de téléphone non plus, vraiment. Donc, non, on faisait la queue, je crois. Voilà, il y avait une espèce de salle avec plein de téléphones. Exactement. On attendait le PCV. Toutes les 2-3 semaines, j'avais rendez-vous avec ma mère, un soir à une heure bien précise pour l'appeler. Donc c'était quelque chose qui n'était pas non plus facile, même si elle était motivante, parce que c'était un grand défi de réussir tout ça. Et la décision, j'ai pris une décision, je pense, qui était importante à l'époque, c'est que j'étais, en rentrant à l'université, je suis passé donc dans la cité universitaire d'Idelson, à côté de Reznik. Et là, par contre, j'ai demandé à être avec des Israéliens uniquement pour l'hébreu. Pour l'hébreu. Et je crois que c'était une décision qui a été capitale, qui n'était pas facile, qui était difficile à prendre, mais qui m'a aidé, puisque c'est là où j'ai commencé à manger le cottage avec l'œuf avec les Israéliens. J'ai regardé aussi Popolitica à la télévision, et je lisais à Haaretz avec eux le matin, qu'ils recevaient tous les jours. Et je crois que c'est ça qui a fait que malgré les problèmes, et bien que des fois, c'est pas facile le Shabbat, de se retrouver des fois seul, et de se faire ses boulettes tout seul, et c'était pas très bon, et ben, ça vous permet de comprendre que vous avancez. L'hébreu est meilleur. Et je comprends plus les cours. On pleure moins en amphi. On pleure moins en amphi. On a des amis. Voilà, on commence à parler. On va à la bibliothèque, on arrive à suivre. Exactement. Et c'est ça je pense, qui a fait qu'en fait, je connaisse ma future femme aussi à l'université, puisque l'université en Israël, c'est aussi une maison où il y a des couples qui se forment. Et puis, la majorité de mes amis, d'ailleurs, ont trouvé leur femme à l'université. Et elle m'aidait en hébreu et en arabe, puisque j'apprenais l'arabe à l'époque aussi. Et puis ça s'est déroulé comme ça. Mais c'est vrai que cette ouverture que j'ai eue par rapport à la société israélienne au niveau culturel et au niveau de la langue m'a aidé à quand même assez rapidement rentrer dans le domaine israélien. Alors on parle souvent de comprendre la société israélienne, mais est-ce qu'on l'aime, cette société israélienne? Est-ce que lorsqu'on la comprend, mais c'est ça qui est important de le dire, est-ce qu'on la comprend, on l'aime d'autant plus et d'autant mieux? Énormément, parce que c'est une société ce sont des personnes d'abord, comme nous, et comme je le dis souvent aussi, c'est des fils d'Olim ou des Olim eux aussi, mais ils savent, même s'ils ont peut-être pas ils savent pas comment le faire, comment le dire, ils n'ont pas le temps. Mais ce sont des personnes que j'ai connues dans la cité universitaire ou bien à l'armée ou bien dans le travail après, bien sûr. Mais c'est un peuple, je crois, c'est un peuple attachant. Ce sont des personnes attachantes avec quelque chose d'important à l'intérieur qui fait que le lien, même si on ne les connaît pas, ils ne vous connaissent pas, mais on fait partie en tout cas, j'ai toujours ressenti qu'on fait toujours partie du même peuple de toute façon. Est-ce que vous croyez que les Français qui font l'économie de l'hébreu, parce qu'aujourd'hui c'est facile de vivre en français en Israël, c'est facile de rentrer chez soi après une journée de travail et de mettre la télé en français, d'écouter grâce à Internet des chansons en français, de vivre en français, de parler en français à la maison avec ses enfants et puis de retourner au travail. Alors oui, on parle un peu en hébreu, mais la vie, on va dire, les couleurs de la vie sont plutôt françaises, elles ne sont pas encore israéliennes. Est-ce que vous pensez qu'ils passent à côté de quelque chose? Énorme. Ouais. Énorme. Je pense que on ne peut pas non plus oublier la France. C'est-à-dire que même moi-même aussi, je suis de culture française, même si je dis que je suis plus houmous que baguette, c'est-à-dire que je mange plus comme un Israélien qu'un Français, je lis le journal israélien, je lis des livres en hébreu et pas en français. Donc je suis plus israélien que français. Mais alors comment on se fait violence quand on arrive je pense aux pères de famille notamment qui travaillent dur pour élever leurs enfants, qui bossent en français souvent parce que c'est la vie qui a fait parce qu'ils arrivent à avoir une bonne parnassa comme ça et on va pas et c'est tout à leur honneur parce que ils sont quand même là et alors je pense à eux notamment. Alors c'est quoi, il faut leur dire pas de télé en français, mets-toi à l'hébreu, vas-y, même si tu comprends rien à l'humain-programme. Moi je pense il y a des possibilités de. Je pense d'abord l'apprentissage de la langue, il est hyper important. C'est la base de tout. Et je pense que par exemple, j'ai étudié l'arabe et l'hébreu aussi en même temps, et je me souviens toujours qu'on travaillait selon les racines du mot.
si on comprend le système de la racine, du principe de la racine, on a tout compris en hébreu. Je pense que ça peut aider beaucoup les gens c'est pas comme le français. Le français est une langue compliquée. L'hébreu n'est pas une langue compliquée. C'est ce que moi, en tout cas, je pense et je dis à tout le monde. C'est pas une langue compliquée. Il faut par contre prendre un laps de temps particulier pour apprendre cette langue. Il faut le faire. Maintenant, il y a aussi des olim qui ont une optique d'Aliyah. Je pense que ces dernières années, on le voit beaucoup. Moi, quand je suis venu, en fait, j'étais ici pour venir m'intégrer, travailler, habiter ici et fonder une famille aussi. Beaucoup d'olim aussi qui viennent maintenant ici viennent dans une optique qui est un petit peu différente. Et donc, ils ont moins cette envie de s'intégrer. Mais ça prend plus de temps, mais ça prend plus de temps, mais ça doit se faire. Il faut le faire. Okay. Je pense qu'il faut le faire parce que sinon, on a raté quelque chose. C'est la société israélienne... Là, vous parlez avec un sioniste invétéré, mais je pense que les Israéliens sont un peuple intéressant. J'avais cette histoire-là, il y a très peu de temps, je travaille avec un professeur en chirurgie plastique sur Bnei Brak, dans la région de Bnei Brak, très connu, une personne pas facile à vivre, mais il faut travailler avec lui parce que c'est une personne intéressante quand même au niveau professionnel. Bon. Son papa est décédé et je suis donc allé à la Levaya à l'enterrement et du papa. Et donc ce même médecin a donc fait le hesped, le discours. Et tout d'un coup, il a commencé à parler d'Aliyah, il a commencé à parler de son père qui était un activiste de l'Aliyah et que c'était très important et que lui-même a été baigné dans ces valeurs-là, que c'était très important. Ça a fait écho chez vous? Ça a fait écho chez moi parce que je pense que c'est ça que les Olim de France doivent comprendre. C'est que nous avons affaire avec un peuple israélien qui est le même peuple. On est les mêmes. Et ils sont souvent... Sauf qu'on a des langues différentes. On a des langues différentes, mais c'est souvent des fils d'Olim aussi. Et leurs parents aussi ont passé les mêmes choses que nous. Alors, pour revenir à votre Aliyah, vous personnel, parce c'est rigolo ce que vous avez fait au cours de votre vie. On ne va pas tout raconter, bien évidemment, mais moi, je vais choisir un petit passage. Après donc, votre armée, vous intégrez dans la société israélienne, vous avez étudié Sciences Po et vous avez étudié aussi... orientalisme. Ouais, voilà, ça se traduit comme ça, orientalisme, donc vous apprenez l'arabe, vous nous l'avez dit, et vous rentrez au ministère des Cultes. Alors là, j'adore. Donc, vous rentrez au ministère des Cultes et vous êtes en fait en charge du département des communautés chrétiennes. Oui. Voilà, sous le directeur. Des communautés chrétiennes, différentes communautés chrétiennes qui ont des biens, qui ont des intérêts en Israël. Donc, l'État d'Israël, à l'époque, maintenant je ne sais pas comment ça marche vraiment, mais déjà à l'époque c'était problématique, mais il y avait un département donc des communautés chrétiennes. Nous étions donc chargés en fait de faire en sorte que les différentes communautés chrétiennes convivent ensemble dans les mêmes espaces qu'ils ont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ne s'entendaient pas très bien. Il y avait des fois des problèmes de communication entre elles, des intérêts différents. Alors, quand on parle de communauté chrétienne en Israël, on parle de quoi? De qui? Alors, par exemple, moi, je me souviens, j'étais très bien reçu par exemple, dans les communautés, par exemple, orthodoxes grecques ou éthiopiennes ou syriennes, par exemple. Et là-bas, j'étais bien reçu. Certaines autres communautés moins bien reçues. Arméniennes aussi, qui nous recevaient très bien aussi. Alors, disons que la majorité de mon temps, c'était d'aller de communauté en communauté dans la vieille ville de Jérusalem-Est. Et c'était quelque chose de très intéressant. Et du fait de ma connaissance de mon français, bien sûr, un peu d'arabe aussi, bien sûr, je pouvais donc discuter avec ces communautés. Un autre point important de ce département, c'était aussi donc de donner un accord au mariage de certaines communautés chrétiennes en Israël, certaines communautés qui étaient reconnues. Officialiser leur mariage. Par un tampon israélien, les mariages. Le mariage, oui. Certaines communautés qui étaient, on va dire... bienveillantes à l'égard de l'État d'Israël. Oui. Voilà. Étaient acceptées, d'autres non. D'autres non. Alors, on ne comprend pas très bien cette différence, enfin, si on imagine, mais concrètement, ça se traduisait comment? Ça veut dire quoi? Parce que je sais, par exemple, que le Saint-Sépulcre se partage en différentes communautés. Chaque communauté a une partie géographique de l'endroit, ou bien une certaine période où ils se remplacent. Où ils sont propriétaires, où ils sont gérants des lieux. Je ne peux pas trop vous dire. Disons gérants des lieux. On va dire gérants comme ça. Ils ont une mission à remplir.
Et on a eu certains soucis, par exemple pour des clés, ou qui c'est qui va avoir les clés, qui c'est qui n'a pas les clés, Donc, ils qui voulaient c'est pas qui va s'ouvrir passer, l'un qui passe l'autre. pas. Voilà, il y a eu des soucis comme ça. Il a fallu, donc je me souviens du directeur du service qui était souvent appelé à régler des problèmes comme ça. Ouais, j'imagine que ça devait être, avec votre C'était regard intéressant. d'Olé Hadash de France, Voilà. ça devait être rigolo de se trouver là, quoi. C'était rigolo et puis aussi très honorifique, Bien puisque sûr. je me souviens aussi d'une visite chez le représentant du pape. Et nous sommes allés donc lui souhaiter bonne fête, je crois que c'était pour la Pâque chrétienne. Et puis nous arrivons donc avec le ministre, Shimon Chetrit, qui était un ministre qui parlait bien l'arabe d'ailleurs. Donc il parlait en arabe, en anglais avec les représentants C'est des incroyable. communautés. Ouais. Et puis moi je me retrouve avec eux, avec les gardes, avec la police, et on arrive là-bas et puis le ministre donc qui donne un discours et puis qui explique que l'État d'Israël est un pays bienveillant auprès des communautés, alors que tout autour de nous il y a des voisins qui sont pas, on va dire, Très aimant. très aimants à notre et puis à un moment donc je me souviens qu'il avait eu un problème parce qu'il avait parlé en arabe et il ne trouvait plus, il avait dit la traduction d'un parti terroriste arabe et puis il n'arrivait pas à trouver la traduction d'un des mots du parti et puis donc c'est moi et je lui ai dit voilà, ce mot-là c'est en hébreu c'est ça. Et puis, je me souviens que j'étais tout fier de moi, puisque j'étais encore jeune, en tout cas en Israël, et puis c'était quand même quelque chose ça fait plaisir, quoi, d'important. quand on fait son alia, de se retrouver Tout à fait. avec des gens qui créent le pays. Exactement. Et on a représenté le pays auprès du pape. Voilà. C'était quelque chose d'intéressant j'imagine. et de très honorifique. Bon, alors après, vous avez changé complètement de domaine par un heureux hasard. Comment ça s'est fait? Comment vous êtes arrivé à être consultant auprès de la Méorédet voilà, En arrivant en Israël, faut comprendre les règles du jeu. Et ici en Israël, je ne sais pas vraiment en France maintenant, mais on passe souvent des examens avant d'être reçu dans un travail. Et puis j'avais passé des examens, j'avais été pris et à la banque et à la Coupe Patrolime Clalit à l'époque. Et puis j'ai décidé d'aller à la Coupe Patrolime Clalit puisque c'est quelque chose qui est un peu plus social, où il y a un toucher humain qui est plus important que la banque. Et puis vous avez fait carrière dans ce domaine comme ça, en commençant par là. J'aime ce domaine, c'est un domaine qui est intéressant, qui est en pleine progression, qui est en effervescence 24 heures sur 24, et où j'ai beaucoup appris. Et j'ai rencontré des gens intéressants. Et puis, on donne toute la journée dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'un regard, une bonne parole, une bonne arvana, une bonne orientation d'un malade, et chez un bon médecin, chez le médecin qu'il faut, vous avez fait votre mitzvah et la bonne chose pour toute la journée. Alors, vous étiez au sein de ce système de santé jusqu'en 2008. Et Oui. puis, en 2008, vous changez carrément de direction. Vous retournez en France, incroyable, alors que vous étiez bien intégré pour le coup. Oui. Pendant 2 ans, à la Jonge-Ville. Qu'est-ce qui vous a pris? Alors, vous n'êtes pas le seul, en même temps, j'en connais d'autres. oui, mais c'était le moment. C'est tellement sympa de bosser à la Jonge-Ville, parce que j'en connais. Non, mais ça doit être hyper gratifiant, on doit vraiment se sentir utile. Ouais. Parce que je sais que certains Israéliens travaillent à la Jonge-Juive et font des allers-retours. Ils payent un prix très lourd pour aider le peuple juif. Et c'est vraiment tout à leur honneur, parce qu'ils ne voient pas leur famille. Ils font des allers-retours, ils reviennent seulement le week-end ou un week-end sur 2. C'est compliqué. Moi, à l'époque, on était avec ma famille en France pendant 2 ans. Et c'était plus facile à ce niveau-là, même si j'ai travaillé dur. Ma femme aussi travaillait à l'ambassade. Et c'était une réadaptation avec les enfants aussi qui n'était pas facile. Elle ne parlait pas le français. Et se retrouver dans des écoles à Paris, c'était pas facile. Mais ça, c'est pour le niveau familial. Mais au niveau du travail, je pense que c'est un travail qui vous laisse des cicatrices, je crois, toute votre vie. Et c'est quoi, des rencontres ou des rencontres? Dans le bureau. Dans le bureau, il y a ce sont des questions qui sont goraliotes, quoi, qui sont existentielles pour les personnes. C'est-à-dire qu'on est là, pas pour dire « allez, monter ». Il faut dire « tu vas monter, d'accord ». Mais
Où, quand, comment, pourquoi, tu as du travail, et ainsi de suite. Ce sont des choses qui sont tellement de Paris, qui sont tellement frustrantes, parce qu'en tant que chaliard, délégué, une fois qu'on a fait le dossier, la personne part, elle fait son alia, et puis on n'a plus trop le contact avec elle. Et c'est quelque chose que, même en essayant, et j'ai encore beaucoup de contacts avec certains Olim que j'ai fait monter, mais c'est vrai que cette partie-là est manquante, c'est frustrant, en tout cas c'était frustrant pour moi, parce que j'aurais bien voulu continuer ça aussi, pour assurer leur intégration. Je vais vous dévoiler un secret. C'est une des raisons pour lesquelles on a voulu mettre à l'honneur les Olim de France à Kalita pour se rendre compte de la diversité des personnalités, des parcours, des gens. C'est vrai que ça fait du bien de voir qu'est-ce qu'ils sont devenus, tous ces Olim. Oui, tout à fait. Et en tout cas, mon principal conseil, c'était d'aller au contact tout le temps. Ne pas avoir peur, de se lâcher, de parler l'hébreu, même avec des fautes, même avec l'accent, c'est pas grave. C'est comme ça. Mais d'aller au contact, et j'espère que j'ai fait passer en tout cas ce message. Et je pense que ces personnes-là réussiront en Israël, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne réussisse pas. Donc aujourd'hui, en tout cas, vous êtes professionnel, on va dire, dans le domaine de la santé. Vous pouvez même aider pour donner de meilleures perspectives d'intégration pour les médecins de France, pour les investisseurs français également dans le domaine de la santé privée. On était ravis de vous accueillir. Merci. Vraiment. Merci de m'avoir accueilli. Puis on vous souhaite d'aider tous nos co-religionnaires. Bon, voilà. Merci beaucoup. Au revoir, Cathy. Au revoir. Au revoir. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.